On est donc avec Olivier Bunel. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner sur BFM TV. Vous êtes un ancien élève scolarisé entre 1982 et 1984, victime de Betaram. D'abord, peut-être une réaction à ce qu'on vient d'entendre, cette dernière information. 3 personnes qui ont été placées en garde à vue. Est-ce qu'il y a une forme de soulagement ce matin ? Clairement. Clairement, ça ne peut pas être autrement. On attend ça depuis plus d'1 an maintenant. Donc, il serait temps qu'ils répondent un petit peu maintenant de leurs actes. Si on revient sur votre histoire personnelle, comment vous, déjà, vous arrivez à Betaram? Pourquoi vos parents décident de vous y placer? Alors, bon, j'étais un enfant, je vivais en Guadeloupe, donc inutile de vous dire que c'était un petit peu un paradis tropical. Et l'école, c'était pas du tout mon truc. J'étais pas un turbulent, j'étais pas un voyou, j'étais juste un enfant qui n'aimait pas plus que ça l'école. Et le divorce se passant mal entre mes 2 parents, ma maman avait décidé, pour me protéger, soi-disant, je ne sais pas, donc, mais bon, bref, elle avait décidé de m'envoyer donc chez ma grand-mère, donc à Bayonne. Et donc, et a demandé à ma grand-mère, bien évidemment, de me trouver un internat, puisque, vu son âge, c'était compliqué pour elle de m'élever, de m'éduquer. Je me suis retrouvé dans ce que je dis maintenant être un goulag, hein, de me retrouver au tropique, et tout d'un coup dans ce goulag digne clairement d'un autre temps, d'un autre monde, d'une autre vie, je ne sais même pas comment vous le dire. Vous êtes plusieurs anciennes victimes, plusieurs anciens camarades à parler, à évoquer le terme goulag, le goulag des Pyrénées. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Ça veut dire qu'il y avait vraiment un système de violence organisée qui était mis en place dans cet établissement? Oui, je suis persuadé que c'était des choses qui étaient bien rodées, bien huilées, et que le but c'était de casser les enfants. Et pas seulement les éduquer. Donc, comme je le dis maintenant et je le répète, Betaram, il y a 2 mondes à Betaram. Il y a le monde des internes et le monde des externes. Le monde des externes n'avait aucun risque puisqu'ils rentraient chez eux tous les soirs, et donc on ne faisait rien à ces enfants-là. Le monde des externes était un monde complètement différent, c'est complètement à part. Et quand on était... Pardonnez-moi, Oui. allez-y. Non, je sais que Alain était externe et qu'il a pris des coups, mais le monde des internes, c'était des coups, mais puissance 10, c'était surtout aujourd'hui ce qu'on peut qualifier de viol, en fait. Qu'est-ce qui se passait précisément? Vous avez 11 ans lorsque vous êtes entré dans cet internat de Betaram en 82. Les violences, elles ont commencé tout de suite? C'était il y a 43 ans. Donc, de vous dire qu'elles ont commencé immédiatement de suite, je ne sais pas. Par contre, elles sont arrivées très très vite, parce que vous savez, quand vous êtes un enfant gentil, que vous souriez tout le temps, vous êtes une proie, je pense, facile. Et il se trouve que je suis intimement convaincu que les surveillants, tout le monde avait un petit peu notre parcours et savait d'où nous venions. Qu'il était plus facile de s'attaquer à un enfant dont les parents étaient absolument absents et qui ne risquait strictement rien. Vous évoquez, parmi ces surveillants, un surveillant qui s'en est particulièrement pris à vous, surnommé Cheval, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il faisait? Mon Dieu. Et je ne crois pas en Dieu. C'était un tyran, c'était un pervers, c'était un sadique qui se complaisait de voir faire du mal aux enfants, qui donnait des missions aux plus grands élèves je vous dirais, de seconde, de première. Il déléguait, en fait, c'était le préfet de discipline, hein, c'était le shérif là-bas. Tout lui était systématiquement rapporté, quoi que nous fassions. Tomber quelque chose par terre, que ce soit une cuillère, une fourchette, mais la moindre chose était bonne pour être punie. Il vous a violenté, il vous a violé? Oui, j'ai du mal à mettre, encore aujourd'hui, j'ai du mal à mettre ce mot.
En fait, c'est Alain qui m'en a fait prendre conscience quand je lui racontais mon histoire. On parle d'Alain Esquer, hein, Oui, également tout à fait. victime, Ouais, patron, ouais. enfin patron, pardon, à la tête de cette association de victimes. C'est un collectif, on n'est pas encore monté en association, on attend un petit peu de savoir ce qu'on veut faire. C'est lui, oui, effectivement, quand je lui ai raconté mon histoire, qui m'a regardé comme moi, les yeux bien humides, et en me disant, mais Olivier, tu as été violé. Je fais, mais non, tu parles, j'ai pas été violé. Il me dit, Olivier, tu as été violé. Et je lui fais, mais j'en ai pas conscience. Et il me dit, à partir du moment où tu subis une pénétration, quelle qu'elle soit, c'est un acte de viol quand elle n'est pas consentie. Et effectivement, donc, en fait, pour me soigner des blessures qu'il m'avait fait juste avant, lorsqu'il m'avait puni, que ce soit sur le perron, que ce soit peu importe, n'importe où, pour nous soigner, je me rappelle, mon lit était juste à côté de l'infirmerie, j'avais à ma droite, et il faisait ses méfaits, donc on était blessés, tuméfiés. Il m'amenait à l'infirmerie, il me mettait sur ses genoux et il me disait, tu as vu ce que tu m'as obligé de faire, par contre il est interdit d'en parler à qui que ce soit, c'est notre secret. Et en me soignant, par exemple, je me rappelle, j'étais sur le perron une fois pendant plus de 2 heures en slip, en hiver, mais que ce soit été, automne, hiver, peu importe, mais celui dont je me souviens particulièrement, c'était en hiver, où j'étais en slip à genoux sur une règle carrée métallique, et je bougeais ne serait-ce qu'un peu. On était, vous savez, la position des gens qu'on va abattre, les mains derrière la tête contre le mur, et ne pas bouger pendant une demi-heure. Et si on bouge, on en prenait le double, et si on bougeait encore, eh bien, il s'acharnait sur nous physiquement, et pour me soigner, effectivement, il me soignait, oui, mais à côté de ça, il abusait de moi. Il m'embrassait de force. Il m'embrassait sur le sexe. Je le disais à ma grand-mère, elle ne me croyait pas. Elle me traitait de menteur. Elle était très pieuse, très religieuse. Et en fait, j'ai dû vivre avec ça pendant 2 ans. Parce que vous rentriez tous les week-ends chez votre grand-mère et Oui. quand vous l'avez raconté à votre grand-mère, elle ne vous a pas cru. Tout à fait. Ouais, non. Pour elle, c'était pas concevable. Pour elle, j'étais un menteur. J'avais 11 ans, j'étais un menteur. Donc personne à qui en parler. Personne. Et vous savez, quand on a personne à qui en parler et qu'on vous répète sans cesse, quand vous avez 11 ans, que vous êtes un menteur, vous finissez par le croire que vous êtes un menteur. Et je me rappelle toujours quand je vivais ces moments-là, je me rappelle que je me disais, c'est ma phrase d'enfant, je me disais tout le temps, mais ça ira mieux demain. Et en fait, ça n'allait jamais mieux demain. Vous en parliez entre enfants, justement, avec les autres élèves de ce que vous subissiez? Non, personne n'en parlait. Non, on avait interdiction d'en parler. Si on parlait, déjà ce qu'on subissait, c'était terrible. Alors si on parlait, c'était multiplié par 3, par 4. C'était une omerta dans tous les sens du terme. Donc vous avez gardé le secret pendant des années, pendant 43 ans, donc c'est ça? Oui, tout à fait. Et vous en parlez à qui pour la première fois? À votre compagne, à votre mère? La première fois que j'en parle, c'est donc à la maman de ma fille et ses parents à elle, puisque j'entretiens d'excellents rapports avec eux. Ils ont toujours été là pour moi. Mais j'en parle pour la première fois à eux 3. Et la maman de ma fille me disait, elle m'a regardé à un moment donné, elle me disait, je me doutais de ce qui s'était passé quelque chose, parce que une fois, on était passé devant Bétarame, une fois. Et en fait, j'ai tourné la tête de l'autre côté, à gauche, pour pas voir l'établissement qui était sur ma droite. Et là, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Regarde la route, on va avoir un accident. Et je lui ai dit, non, excuse-moi, je peux pas. J'étais là pendant 2 ans, j'ai subi des choses horribles. Mais j'ai pas été plus loin que ça. Je n'étais pas prêt, sans doute, à le lui dire. Ma fille n'était pas encore née. Et en fait, quand je les ai réunis il y a 1 an, justement, parce que on a commencé, nous, de lancer tout ça, médiatiquement parlant, en février, avec Apolline de Malherbe, j'ai décidé qu'il fallait que ça se sache, mais par moi, pas par personne d'autre. Et c'est la première fois que j'en ai parlé. Et ensuite, j'en ai parlé donc à mon ex-compagne en disant que pour ma fille, je souhaiterais également lui en parler. Elle m'a demandé si le jour où je souhaitais le faire, elle voudrait être là.
en fait, qu'on soit tous les trois. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà. Merci. Et, ma fille, du haut de ses 23 ans, elle s'est jetée dans mes bras et elle m'a dit qu'elle était fière de moi, de ce que je faisais maintenant pour les autres enfants, en fait. Donc, il faut savoir une chose, c'est qu'on est bien sûr qu'on veut que justice soit faite, bien sûr qu'on veut que les protagonistes finissent là où ils doivent finir, mais si on le fait avant tout, c'est pour qu'il n'y ait pas de second Betaram, pour que les parents qui ont leurs enfants dans des pensionnats catholiques sous tutelle comme ça de l'Église soient prudentes, questionnent leurs enfants, leur demandent des choses. Puisque ce sinistre individu qui m'a fait du mal, il a été donc limogé de Betaram pour une raison aussi pareille de coup trop violent. Donc il a fini directeur adjoint d'une autre école du même type que Betaram au centre de la France. Donc je pense qu'il faut que les parents se posent des questions et posent des questions à leurs enfants. Quand on est un malade mental, j'imagine, enfin peu importe, mais on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas quand on est viré de Betaram pour aller ailleurs. Je pense qu'on continue. Merci. Merci beaucoup, Olivier Bunel, d'avoir témoigné sur BFM TV. Vous espérez donc que cette libération de la parole puisse faire avancer les choses et qu'il n'y ait pas, pour reprendre vos termes, un second Betaram, alors que 3 personnes, on le rappelle, ont été placées en garde à vue.